And you are also director of the Research Center on Philosophy there in Brussels, and you're author of the book on Machiavelli and Montaigne. While Violence de la Loi à la Renaissance, his current works focus on the war in philosophy, new forms of normativity, governmentality, and statistical control. Interesting subjects. Please, take the stage. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, à Philippe, à Tania pour cette belle invitation. Souvent, ce genre de festivités, d'anniversaires sont un peu officielles, un peu coincées finalement. Et celle-ci est particulièrement familiale ou même amicale, je trouve. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors je vais partir une fois de plus du chapitre 6 du Prince. Je suis d'ailleurs content de commencer parce que je devine qu'on va être à 4 à parler du même chapitre et de la question du prophète. Et si j'avais dû parler le dernier, je crois que je n'avais plus rien à dire. De la manière, donc parler de la manière par laquelle Machiavel y développe l'argument classique d'une mise en forme de la matière par le prince nouveau, à l'aide de ces trois signifiants que sont donc l'occasion, la fortune et la vertu, pour tenter sur cette base-là de dégager l'idée d'une connaissance, une vraie connaissance de l'occasion, laquelle réclamerait, pour être une connaissance de l'occasion, de prendre en considération un type de temporalité qui, me semble-t-il, perdure par-delà la seule saisie de l'occasion, et que Machiavel, dans ce chapitre, le souci de cette temporalité, Machiavel la relayerait dans ce chapitre 6 du Prince par l'idée de forcer la croyance. C'est cette expression de forcer la croyance avec la structure temporelle qui l'habite que je vais essayer de dégager. Alors, comme on le sait, ces quelques fondateurs exemplaires que sont Moïse, Cyrus, Romulus et Thésée ne se virent offrir par la fortune autre chose que, je cite Machiavel, que l'occasion, laquelle leur donna la matière à laquelle ils purent donner forme. Alors, tout de suite, une remarque, il convient de noter que la fortune rencontrée par un fondateur vertueux et les occasions qu'il rencontre consistent essentiellement dans une série de contrariétés, si on prend en considération le texte de Machiavel, dans un désordre qui se prête à sa mise en ordre, et ceci se retrouve évidemment pleinement dans tous les premiers chapitres des discours, comme nous le verrons par la suite. Alors, toute la spécificité du rapport développé par Machiavel entre les trois signifiants que sont fortune, occasion et vertu réside dans le fait qu'ils n'ont de sens finalement que relationnel, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux ne subsiste et ne dispose d'une valeur propre, d'une valeur substantielle, sans les deux autres, empêchant de la sorte, ce sont des choses qui ont déjà été fortement travaillées, empêchant de la sorte l'émergence d'une quelconque priorité de l'un de ces signifiants sur l'autre, empêchant en d'autres mots de concevoir tout autant un déterminisme de l'histoire qu'un déterminisme de la volonté, ou même qu'une harmonisation quelconque de ces différentes possibles déterminismes, par l'idée d'une constance ou par l'idée d'une versatilité, par exemple, comme travaillé par Pontano à la même époque. Alors, je ne développe pas ceci, je le signale simplement pour dégager une ligne de lecture que j'adopte, à savoir le fait que, c'est plus une proposition que je mets sur la table, il me semble que la grande force ou la grande spécificité de la pensée machiavélienne est de ne finir par dégager que des suites de relations. Relations que j'aurais de la peine à définir plus en avant, dans la mesure où ce sont des pures relations, non pas des rapports de cause à effet, non pas des rapports instrumentaux de moyens fins, etc., seulement des relations que Machiavel s'attache dans son texte à nourrir, pour les nourrir de nécessité, véritablement, pour les rendre indénouables, et d'autant plus indénouables que ce ne sont justement que des relations. Alors, cette conception purement relationnelle du rapport fortune, occasion et vertu est rendu par Machiavel dans le paragraphe central de ce chapitre 6 par une série de nécessités, de mots exprimant la nécessité, qui sont exprimés par Machiavel exclusivement au passé. Je ne cite pas l'entièreté du paragraphe central, mais il parle donc et il dit donc era necessario, conveniva, bisognava, non poteva, comme il le dit chaque fois, comme le dit chaque fois Machiavel à propos de la rencontre du fondateur et d'une réalité
contraire et non pas propice, donc, qui se prête à être mise en forme. Aucune forme de nécessité ne semble pouvoir ici s'exprimer au présent, c'est-à-dire indépendamment des effets inhérents à la relation ou à la rencontre concernée. Ce qui se dégage, et je suis toujours dans le même paragraphe central du chapitre 6 du Prince, ce qui se dégage ainsi, c'est ni plus ni moins qu'une forme spécifique de connaissance de l'occasion. Je lis Machiavel, la eccellente virtù loro fece quella occasione essere conosciuta. Et je propose ici de respecter la lettre du texte de Machiavel pour considérer qu'il y a là, pour lui, un véritable enjeu de connaissance, entendu d'une manière très générale, comme l'expérience qui permet une représentation des choses, c'est-à-dire une connaissance de l'occasion. Cette connaissance, certes très proche de la rencontre, au sens où on peut dire en français qu'on a connu une femme, un homme, souvent d'ailleurs il s'agit d'une connaissance sexuelle, ou encore qu'on a connu une difficulté, mais il n'en s'agit pas moins, me semble-t-il, d'une certaine expérience cognitive aux yeux de Machiavel, dans la mesure où on peut constater le même appel au registre de la connaissance, d'une part dans le livre 7 de l'Arte della Guerra, quand Machiavel propose quelques règles générales pour la pratique de la guerre et précise, je le cite, qu'il faut sapere nella guerra conoscere l'occasione e pigliarla. Et il me semble que le dédoublement du savoir et du connaître, sapere et conoscere, et le fait que sa saisie se distingue de sa connaissance, il s'agit de conoscere l'occasione e pigliarla, tout cela témoigne incontestablement du fait qu'une certaine connaissance est ici en jeu. Plus nettement encore, dans le capitolo dell'occasione, même si le texte est finalement essentiellement une traduction d'un épigramme d'Ausonius, dans ce texte, donc, l'occasion s'y dit d'elle-même a pochi nota, elle est connue de peu. Vous le savez, elle tourne, elle court, elle se dérobe, elle éblouit, au point de pouvoir dire « on ne me connaît pas quand je passe ». Non mi conosca quando io vengo. Et étant donné cette incapacité de l'homme à la connaître, ou cette difficulté de l'homme à la connaître, l'occasion ne s'exprime dans ce capitolo que depuis le regret, depuis le repentir de ceux-là même qui l'ont laissé passer. Et celui qui laisse passer l'occasion est avant tout celui qui la questionne dans ce capitolo et qui tente de la définir et qui est ainsi occupé, nous dit Machiavel, par de multiples et vaines pensées qui consistent à cerner l'occasion à l'aide d'un certain mode de connaissance, qui n'est pas le bon mode de connaissance, qui n'est pas celui qui se prête à l'occasion, et qui ne peut ainsi que la laisser fuir sans comprendre, nous dit encore Machiavel. Bref, on laisse fuir précisément l'occasion quand on espère la connaître par une forme de maîtrise rationnelle ou de connaissance rationnelle pour en programmer la rencontre. Sa rencontre ou sa connaissance relèverait donc d'un autre type de connaissance, mais il s'agit malgré tout de désigner un type spécifique d'expérience cognitive dans la mesure où l'occasion est véritablement révélée suite à sa saisie. Ou plus justement, l'occasion aura été révélée suite à sa saisie. Car l'erreur serait bien entendu de considérer que cette connaissance de l'occasion se limite temporellement au moment de sa saisie, aussi essentiel que soit ce moment de sa saisie. Si elle est présente tout en étant cachée, si le regret en est une forme constitutive, aussi négative soit-elle, si la vérité de sa rencontre et sa connaissance ne s'expriment qu'au passé quand elle est devenue une nécessité, c'est dans la mesure où sa nécessité ne s'impose que par après, dans un second temps, que je veux ici explorer. L'occasion n'est connue que dans la mesure où l'ordre, la forme qui se glisse dans la matière, quand l'occasion est rencontrée, se prolonge et s'avère effectivement être un ordre vers lequel tend nécessairement la rencontre de l'occasion et tout ce qui découle de cette rencontre. Et on peut dire que tout le travail de Machiavel consiste à faire apparaître cette nécessité de la rencontre. C'est à ce seul titre qu'il y a convenance entre une situation contraire qui s'offre comme une occasion au fondateur vertueux. La connaissance de l'occasion consiste donc dans une rencontre qui prend consistance au point que cette consistance devienne petit à petit, dans le texte de Machiavel, l'expression d'une nécessité. Et vraiment, j'insiste sur le fait que tout le texte machiavélien consiste toujours à vouloir exprimer cette nécessité d'une rencontre qui est advenue. Alors, qu'en est-il, et je sais que ma répartition est un petit peu artificielle, qu'en est-il de la construction de cette nécessité, non pas du point de vue de l'écrivain, pour reprendre un mot qui était employé hier, non pas du point de vue de Machiavel, mais du point de vue de l'acteur qui saisit l'occasion. La suite du chapitre 6, donc tout le
l'avant-dernier alinéa, la suite du chapitre 6, porte précisément sur ce temps long, sur ce prolongement dans le temps, qui seul témoigne du fait que l'occasion a été connue et s'est avérée nécessaire et que la matière a pu prendre forme, la forme donc d'un ordre durable. Et comme nous le verrons, c'est ici que la question de la force va intervenir, avec la difficulté dans laquelle cela pourrait nous mettre, dès lors qu'intuitivement, la force semble devoir immanquablement donner lieu à une lecture qui séparerait la forme de la matière en supposant la mobilisation d'une force en vue d'un ordre déjà donné, déjà défini, déjà justifié. C'est la lecture en quelque sorte instrumentaliste dont Yves Winter a voulu, à juste titre, nous éloigner. Or, c'est précisément de cette lecture instrumentaliste, justement, que le texte de lecture instrumentaliste de la force, que le texte de Machiavel résiste parfaitement. La force, quand elle est, comme on va le voir, mariée à la croyance, apparaît au contraire comme ce qui indique que l'ordre ne préexiste d'aucune manière à la matière. Alors, voyons comment Machiavel inscrit ce temps long de l'ordre durable, de l'ordre de la nécessité, sans faire d'aucune manière préexister ce dernier dans la rencontre déjà évoquée de la fortune et de la vertu. C'est, bien entendu, la question de l'introduction des nuovi ordini, dont la difficulté, nous dit immédiatement Machiavel, est non seulement qu'elle heurte ceux qui bénéficient des ordres anciens, qui sont donc dits ennemis par Machiavel, mais surtout, et il n'est pas du tout anodin à mes yeux que Machiavel s'arrête uniquement sur cet aspect, ou se concentre exclusivement sur cet aspect ici, la difficulté de ces ordres nouveaux est qu'ils ne sont, de l'introduction de ces ordres nouveaux, est qu'ils ne sont soutenus que de manière tiède par ceux-là même que ces nouveaux ordres devraient défendre. Et ce, à cause, nous dit Machiavel, de l'incrédulité de ceux-ci, incredulita. Les hommes, nous dit Machiavel, ne croient pas en vérité dans les choses nouvelles tant qu'ils n'en éprouvent pas une ferme expérience. Ce sont ces mots. C'est cette expérience de la nouveauté qu'il s'agit de soigner avec la force, tout en sachant qu'une telle expérience est par définition impossible. C'est pour ça qu'il ne s'agit d'ailleurs que de croyance, et qu'il faut prendre très au sérieux le mot croyance employé par Machiavel ici. Toute la fin du chapitre 6 consiste à tirer sur un mode très répétitif, très insistant, les conclusions de cette précarité de la croyance en des ordres nouveaux. Le prince ne peut se contenter de prier, nous dit Machiavel, de répéter donc l'ordre qui est l'objet de la croyance. Il doit user de la force, il doit ajouter la force à la croyance, il doit forzare, et comme le dit Machiavel, verbe qu'il emploie sans complément. On ne force pas quelque chose d'autre, ou on ne force pas en fonction de quelque chose d'autre, on ne force pas un ordre extérieur à une matière. Le prophète doit donc, à l'opposé de Savonarole, être armé pour maintenir une croyance qui ne peut que s'effriter. Il faut, nous dit Machiavel, faire croire de force, et ce sont vraiment ces mots-là sur lesquels je veux m'arrêter, fare crede per forza, dans un ordre nouveau, idée que Machiavel ne cesse de répéter à la fin de ce chapitre, en combinant toujours les deux registres, le registre de la force et le registre de la croyance. Alors, que tirer d'autre de ce passage, au-delà de la critique ponctuelle qu'il représente par rapport à la tentative de réforme des institutions par Savonarole, et au-delà de la cohérence, évidemment, de ce chapitre par rapport à toutes les considérations de Machiavel sur le caractère civil de la religion. Avant tout, il me semble qu'il faut retenir le fait que Machiavel n'aborde pas la question de la durée d'une institution nouvelle par le biais de l'obéissance, même forcée à celle-ci. Le prince nouveau vertueux n'est pas analysé comme celui qui parvient à donner forme à une matière et assurer la durée de cette forme par l'obéissance à cette dernière, à cette forme. On peut dire, quitte à faire des liens un peu éloignés dans l'œuvre de Machiavel, on peut même dire qu'un tel scénario vaudrait plutôt, le scénario de l'obéissance et non pas de la croyance forcée, vaudrait plutôt pour ces cités qui, telles Sparte, ont dès le début bénéficié d'une constitution et qui n'ont qu'à conserver celle-ci, scénario que Machiavel, dont Machiavel, dans les discours, ne cesse de s'éloigner. Ici, au contraire, il s'agit simplement de maintenir la croyance, non pas de faire obéir. Et c'est ce qui définit la force. La force est tout entière comprise comme maintien et construction de la croyance. Cette exigence de forcer la croyance peut donc être cernée à partir de deux possibilités rivales qui sont écartées par Machiavel, l'une qui ferait fi de la force, l'autre qui ferait fi de la croyance. Il s'agit d'une part de l'idée explicite que j'ai déjà signalée que la prière suffit à asseoir la croyance en un nouvel ordre, c'est-à-dire qu'il suffit de répéter la prophétie.
Il s'agit d'autre part, et seulement de manière implicite, en faisant dialoguer donc le prince et les discours, de l'idée qu'il suffirait d'exiger ou de forcer l'obéissance à un ordre nouveau qu'il s'agit de maintenir, donc, comme s'il ne relevait pas de la croyance, comme s'il était donné et fondé indépendamment de ce sur quoi il porte. C'est l'exemple de Sparte. Ceci témoigne bien entendu du fait que jamais l'usage que Machiavel propose, comme c'est le cas dans ce chapitre du couple classique forme versus matière, ne peut être compris comme si la seconde était considérée dans sa passivité, comme pourrait par contre l'induire les deux possibilités écartées, selon lesquelles la forme semblerait douée d'une autonomie, que la matière s'y prête, et il suffit de prier, ou qu'elle ne s'y prête pas, et on doit la forcer à l'obéissance. Ou, autre manière de le dire, forme et matière se conçoivent chez Machiavel dans une relation essentiellement réciproque. L'ordre résultant de la mise en forme de la matière n'est pas l'actualisation d'un possible et son maintien dans la prière ou dans l'obéissance, mais l'expression d'un état de puissance qui est toujours en acte, d'une croyance qui ne cesse d'être forcée. Alors, cette structure que je viens d'évoquer, plus particulièrement, donc je résume, le fait que pour que la nature relationnelle de la vertu, pour que la nature relationnelle du trio fortune, vertu, occasion soit respectée, pour que l'occasion soit strictement parlée connue, soit l'objet d'une connaissance, pour cela, donc, il s'agit de forcer la croyance dans un ordre nouveau plutôt que d'appliquer celle-ci en veillant à ce qu'il soit respecté et obéi. Cette structure, me semble-t-il, est présente dans toute l'œuvre de Machiavel. Je me contente de la rendre visible par quelques autres passages fameux tirés des premiers chapitres des discours. Tout d'abord, quand Machiavel présente, dès le deuxième chapitre du livre 1 des discours, différents types de scénarios, on va dire, ayant pu amener la constitution mixte, il signale d'abord celui des cités, telles Sparte, qui ont pu bénéficier de la fortune de se voir pourvues dès l'origine d'une constitution parfaite, et non plus qu'à la conserver, non plus qu'à se maintenir. Scénario qui repose donc sur une conception de la fortune et même de la vertu qu'on pourrait qualifier d'extrêmement extrinsèque. Face à cela, et au contraire de cela, Machiavel propose l'exemple de l'histoire romaine, qui à la fois n'a pas bénéficié de la même chance originelle, avec le coup de dé, cette fortune extrinsèque qu'elle semble présumer, mais trouve sa fortune au contraire dans une suite de contrariétés, une suite d'événements. Si Rome n'a pas eu son Lycurgue, et est donc marquée par l'infelicita, dans la mesure où sur elle ne serait pas abattuta un législateur prudent, toutefois, je cite Machiavel, il y naquit tant d'événements, fruit de la désunion de la plèbe et du Sénat, que ce que n'avait fait le législateur, le hasard, il case, le fit. Car si la première fortune n'échut point à Rome, il lui échut la seconde. Non sorti la prima fortuna, sorti la seconda. Donc on voit bien qu'il y a deux types de formules, deux types de fortune, et c'est encore cette fortune qui se maintient et qui reste à l'œuvre dans le développement et la persistance des dissensions internes qui n'ont jamais dégénéré, de telle sorte que les différentes forces qui dessinaient ces dissensions se sont additionnées les unes aux autres plutôt que de s'exclure mutuellement. On voit qu'au sein même du registre de la fortune, des déplacements sont produits pour donner lieu à des types de relations de nature différente et toujours plus prolongées, toujours plus différées avec la vertu. Alors, la différence entre ces deux scénarios, avec leur manière très diverse de se référer au duo fortune-vertu. Dans un cas, tout cela est joué d'avance, pourrait-on dire, dans l'autre cas, tout cela est sans cesse différé. Donc la différence entre ces deux scénarios produit cette distinction majeure, et me semble-t-il jamais dépassée dans l'histoire de la pensée politique, entre un État dont la chance est jouée dès le départ, qui se conçoit nécessairement comme limité d'un point de vue populationnel et du point de vue institutionnel, qui est certes paisible, mais qui ne peut, nous dit Machiavel, que se maintenir, c'est-à-dire maintenir l'obéissance. Et face à cela, un État dont la chance est l'histoire, qui est populeux, qui est ouvert du point de vue de ses institutions, qui est habité par le conflit et qui ne peut que s'étendre, qui ne peut être qu'expansif, on connaît bien cela. Si deux tracés possibles sont ainsi définis, de manière de penser l'ordre de la cité, Machiavel se contente de mettre en relief l'intérêt qu'il y a de considérer que le tracé romain, avec les suites spécifiques de relations qui le constituent, représente comme tel un modèle, même s'il semble contredire, comme il le dit dans le chapitre 6 des discours, même s'il semble contredire pleinement le vrai vivre est politique. Il élève en quelque sorte un non-modèle au rang de modèle. Donc nous avons deux modèles qui semblent semblablement légitimes et dont le choix dépendrait seulement, c'est l'objet du chapitre 5,
de si on souhaite raisonner sur une république qui veut donner lieu à un empire ou sur une république qui veut seulement se maintenir, comme dit Machiavel. Ces deux modèles, je retrouve ici cette question de la relation que j'avais pointée dans un premier temps, sont l'un et l'autre constitués exclusivement par des suites de relations, ces équations magistrales que dresse Machiavel, dans un cas déterminé dès l'origine, fermé, aristocratique, paisible, limité, conservateur. Oui, mais ce sont des équations qu'on connaît, alors je la répète. Ah, alors je dois me rapprocher. Pardon. Donc, première équation, déterminée dès l'origine, fermé, aristocratique, paisible, limité, conservateur. Autre équation, donc, déterminée par son origine, indéterminé dans son origine, ouvert, populaire, populeux, tumultueux, expansif. Ce qui compte ici est que ces suites de relations apparaissent dans le chapitre 6 comme profondément indénouables, c'est-à-dire que les deux modèles deviennent imperméables l'un à l'autre. Et c'est ce que permet de penser précisément leur confrontation. Nulle voie du milieu, nulle possibilité d'équilibrer ces deux modèles en prenant ce qui semble être l'avantage de l'un, la paix du modèle aristocratique, disons, avec l'avantage de l'autre, la puissance du modèle romain. C'est précisément l'objet du chapitre 6 que de vouloir asseoir cette sorte d'imperméabilité entre les deux modèles, dont les relations apparaissent profondément comme indénouables. Pire encore, étant donné que, je cite Machiavel, la nécessité te pousse à des choses auxquelles la raison ne te poussait pas, Rome représente finalement bien la possibilité, au minimum la plus intéressante à réfléchir. Le dernier mot est donc offert précisément par l'impossibilité de récupérer, même a posteriori, une quelconque extériorité de la forme sur la matière, une quelconque antériorité de l'ordre. Donc ce qui apparaît dans ce chapitre-là, c'est véritablement que la véritable fortune est toujours différée. Le vrai sens de l'occasion est toujours différé. Deuxième élément sur lequel je m'arrête, au sein de ce même exemple romain, au début des discours, un autre élément structurel de l'exposé de Machiavel doit nous arrêter. Machiavel affronte véritablement le moment originel de l'histoire romaine dans le chapitre 9, après l'avoir seulement évoqué de manière négative dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 9, il légitime donc sans le moindre détour le fratricide qui cristallise véritablement l'épisode romuléen. Paradoxalement, là où l'origine de la cité chanceuse de Sparte est entièrement consumée dès l'origine, dans le logos, pour reprendre le mot de Lycurgue, dans le logos de son législateur, avec pour conséquence à la fois une histoire politique qui ne se comprend que comme conservation et une moindre qualité politique aux yeux de Machiavel, l'origine de la cité romaine est au contraire toujours différée. Différée quant à la structure même du propos de Machiavel, qui commence par faire l'histoire conflictuelle romaine qui a déterminé ses institutions sur la base d'une indétermination première, avant de s'arrêter, dans un second temps, sur ce qui entame cette histoire, dont il peut alors assumer entièrement le caractère violent qui ouvre sur cette différence, sur ce sens différé. Différé aussi quant à son contenu, à proprement parler, la violence originaire, le geste romuléen, au nom de laquelle le pas pourrait être franchi de Machiavel au machiavélisme, ne détermine rien, elle n'est douée d'aucun contenu, elle ouvre seulement sur une histoire qui est parfaitement différée. Il semble qu'on est ici bel et bien face à une véritable figure de la différence, presque au sens déridien, dans la mesure où ce qui est premier, c'est une différence. C'est le fait d'être différé. Enfin, je voudrais m'arrêter sur un dernier passage du début des discours, celui qui ouvre le chapitre 4 et qui me permet de revenir à la question des armes, au-delà de la seule arme du fratricide. Le passage est connu, Machiavel dit vouloir aller contre l'opinion de beaucoup, que Rome ayant été une république tumultueuse et pleine de tant de confusion, que si la bonne fortune et la vertu militaire n'avaient pas compensé ses défauts, elle serait restée inférieure à toute autre république. On sait comment Machiavel déconstruit cette lecture providentialiste qui a énormément été travaillée par Sasso. Lecture providentialiste qui, en concevant le désordre romain comme un pur manque, une pure absence d'ordre, doit faire appel à une force extérieure pour en expliquer la grandeur.
Contre cela, Machiavel ramène la fortune sur terre, ne nie pas le désordre, mais voit dans celui-ci une force. Ici encore, il n'y a pas de matière passive. Cependant, la lecture providentialiste, ainsi attaquée, porte aussi avec elle l'idée que la grandeur romaine pourrait être expliquée en compensant sa pure absence d'ordre, non seulement donc par la providence divine, mais aussi par la force armée. Les deux arguments sont présents quand Machiavel s'oppose à l'opinion de beaucoup, qui ne voient que du tumulte à Rome, que du tumulte qui n'est qu'une absence d'ordre, et qui donc ne peuvent expliquer sa grandeur que soit par la fortune, la main de Dieu, disons, lecture providentialiste, soit par les armes, les bons petits soldats, cette lecture-là. Un tel raisonnement qui isole la force de ce dans quoi elle s'inscrit, qui fait de l'armée un outil extérieur, un instrument nouveau de la cité, est aussi défait ici par Machiavel. Il n'y a pas de vertu militaire qui se conçoivent de manière extrinsèque. La milice, l'ordre, le désordre et la fortune, dans le cas de Rome, viennent ensemble. Je termine en faisant face à deux, trois réserves, évidemment, qui pourraient être expliquées, étant donné la multiplicité des phénomènes de force que j'ai parcourus. Certes, quand Machiavel, dans le chapitre 6 du Prince, insiste contre le prophète des armées sur la nécessité de forcer la croyance, la durée qu'il entend ainsi prendre en considération, pour qu'on puisse dire que l'occasion a bien été saisie, est bien plus courte que celle qui se dessine dans les premiers chapitres des discours. Mais cette différence de durée ne change pas le fait qu'on est dans le Prince comme dans les discours face à l'expression d'un recours à la force pour désigner précisément la persistance vécue d'un processus collectif, l'expérimentation collective de la croyance en quelque chose qui, étant nouveau ou relevant du gré des événements, résiste justement à l'expérience et donc doit être pensé pleinement comme différé. La force, c'est précisément ce qui s'ajoute nécessairement dès lors qu'il est difficile de croire dans les choses nouvelles, ou dès lors qu'il est difficile de croire dans ce qui se crée au gré des événements. Ou pour le dire positivement, la force est ce qui signifie qu'on croit dans des choses nouvelles dont l'expérience est par définition indisponible, différée, incompensable, dont l'expérience est à même le cours des événements. La conquête, dans le chapitre 5 et 6, dans les chapitres 5 et 6 des discours, est exactement l'expression du même phénomène. Elle n'est pas la conséquence d'une vertu indépendante du désordre, voire extérieure à lui. Elle est l'ordre différé du désordre lui-même. Elle est l'expression de son ordre. Alors on me dira que je mélange ainsi des armes ou des forces de nature différente qui sont tantôt tournées vers l'intérieur de la cité, tantôt tournées vers l'extérieur. Mais il me semble que c'est précisément, et c'est aussi quelque chose à pointer, que c'est précisément cette distinction entre l'extérieur de la cité et l'intérieur de la cité qui s'effrite sans cesse chez Machiavel. La conquête est le signe du caractère expansif de la liberté, c'est-à-dire le fait que la liberté du plus grand nombre et le conflit interne peuvent produire un ordre. Il y a vraiment, il faut reconnaître que là aussi Machiavel est une exception, il y a vraiment cette impossibilité, me semble-t-il, de distinguer l'intérieur et l'extérieur de la cité dans le texte machiavélien. Si, ho finito. À ce titre, on peut considérer que c'est à proprement parler une connaissance de l'occasion qui advient. Une connaissance qui ne suppose ni ne supporte aucune certitude préalable quant à l'adéquation de l'ordre en question à la matière mise en forme, mais qui est en même temps entièrement tournée vers cet ordre et reconnaît qu'une croyance est ainsi forcée, c'est-à-dire qu'un événement, et derrière lui une série de relations et de tensions, se confirme dans un processus collectif qui apparaît dans sa nécessité. La connaissance de l'occasion consiste à penser la nécessité qui prend à partir d'une suite de relations, sans jamais renvoyer cette nécessité à un ordre antérieur, sans avoir dès lors la possibilité de dissoudre ou de dépasser les relations qui la constituent. Alors, une minute encore, juste pour dire ce que j'aurais voulu faire, pas parce que le temps me manque, mais parce que je n'y suis pas parvenu tout simplement, enfin, ce qui justifie l'examen que je voulais faire de cette idée de forcer la croyance dans le texte machiavélien. Ce qui m'avait préoccupé en fait à la base, c'est la figure prophétique dans le traité théologico-politique et le fait plus précisément que la puissance imaginative qui constitue le parler prophétique dans les premiers chapitres du traité théologico-politique
repose sur des signes qui assoient la certitude prophétique sans relever, comme le dit Spinoza de manière explicite, de la certitude mathématique, et sans pour autant devoir se contenter d'attendre que l'événement en eût apporté la confirmation. Et qu'est-ce qui est alors constitutif de cette puissance imaginative, constitutive du parler prophétique? C'est le fait que ce parler prophétique est doué d'une efficacité par l'adaptation du prophète, au prophète, à l'imagination du prophète et à sa communauté. Et il me semble que cette efficacité du parler prophétique dans le traité théologico-politique est exactement le même que l'efficacité propre à la figure du prophète armé, ou encore à la figure de celui qui force la croyance dans le chapitre 6 du Prince. Mais voilà, ça c'est ce que je ne suis pas parvenu à développer et que je n'aurais pas eu le temps de développer. Merci beaucoup, Thomas. And now it's time for comments, please. Bon, merci Thomas. Je suis tout à fait d'accord, je crois, avec, disons, l'idée base de ton papier. Mais je veux te demander deux choses. C'est un peu une question plutôt philosophique. Est-ce que tu peux, disons, donner un nom de cette métaphysique ou philosophie de la matière que tu as si bien décrit aujourd'hui? Cette immanence, disons, de la forme dans la matière, non? Cette idée des relations. Est-ce que tu dirais que ça vient d'un lucrétianisme, épicurisme? Est-ce que c'est un avéroïsme? C'est quoi qui est en train ici de se penser chez Machiavel? Ça, c'est la première chose. L'autre question, c'est la question de la relation. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelque chose de plus substantiel de cette conception de relation? Est-ce que tu as dans la tête quelque chose comme, chez Lucrèce, c'est le federa, oui? C'est le... Federa. C'est l'alliance, oui? Ou aussi, parce qu'on parle des prophètes, est-ce que tu as une idée, disons, théologico-politique de cette relation? Une autre conception d'alliance qui est un jeu, bien sûr, chez Moïse, évidemment. L'alliance entre Dieu, le peuple, etc. Donc, je te demande un peu de donner des noms à cette conception de relation et cette conception de l'immanence chez ton papier. Alors, donner des noms comme s'il s'agissait effectivement de définir une influence, je n'y crois guère, je dois dire. Alors, certainement Lucrèce, c'est évident, mais ça ne nous mène pas très loin, me semble-t-il, dans le décodage du texte machiavélien. Et je vais répondre aux deux questions à la fois. Ce qui m'intéresse de pointer, parce qu'évidemment, la grille de lecture que je propose est un peu simple, qui consiste à dire la spécificité de Machiavel, c'est que toute son œuvre est constituée de relations qu'on peut retrouver partout, que ce soit forme et matière, que ce soit fortune, occasion, vertu, que ce soit des ordres intérieurs, des ordres extérieurs, etc. En généralisant ainsi l'idée de la relation, évidemment, on finit par ne plus rien dire, parce que effectivement, le monde entier est constitué de relations à ce stade-là, et finalement, ça n'apporte pas grand-chose, me semble-t-il, à la lecture qu'on peut faire de Machiavel. Par contre, ce qui est intéressant de pointer, c'est qu'on voit l'œuvre de Machiavel être structurée véritablement par le projet en quelque sorte de dépouiller les relations, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elles ne puissent pas être entendues autrement que comme des pures relations, ou on pourrait presque dire des corrélations si le terme n'avait pas été occupé par la statistique, en évitant en quelque sorte en évitant sans cesse ou en défaisant sans cesse une lecture qui parviendrait à exploiter les choses mises en relation par le biais d'une compréhension instrumentaliste. Et donc, c'est plutôt ce constat-là qui me fait bouger par rapport à Machiavel et essentiellement par rapport à ces fameuses équations qu'il dresse au début des discours, dans lesquelles on voit sur l'espace de 4 ou 5 chapitres se définir des suites d'éléments
que Machiavel affirme dans leur caractère lié, dans les liaisons qui les habitent, tout en prenant sans cesse le soin de nous empêcher, en quelque sorte, d'assurer à un quelconque de ces éléments une préséance sur les autres, et en veillant à rendre les suites en question absolument incompatibles avec d'autres suites de relations. C'est le fameux exemple classique de l'opposition Sparte-Rome. Tout le propos de Machiavel, toute la structuration du propos de Machiavel dans ces chapitres, ça consiste à véritablement vouloir nous arrêter face au fait qu'on ne peut en quelque sorte pas aller plus loin que l'établissement de ces relations. Et au-delà de ça, au-delà de cette espèce de cette manière qu'a Machiavel de nous empêcher d'ordonner les relations, de leur donner un ordre qui préexisterait à l'établissement d'une suite de relations, et au-delà de l'affirmation du caractère que j'ai appelé imperméable de ces suites de relations, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas les faire communiquer les unes avec les autres, l'œuvre de Machiavel consiste à, en quelque sorte, nourrir de nécessité, à remplir de nécessité ces suites de relations, c'est-à-dire à soigner la relation entre les éléments en question, à la rendre absolument indénouable, mais toujours en veillant à ne pas assurer une quelconque préséance, l'idée du fondement, l'idée de la cause, etc., l'idée de la finalité, à un élément de cette suite. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a fait bouger. Alors, est-ce qu'il est possible, sur cette base-là, d'établir une genèse à la forme de matérialisme qu'on peut constater ainsi chez Machiavel? Sans doute faut-il aller effectivement le chercher du côté de Lucrèce, mais je n'ai pas de réponse satisfaisante de ce point de vue-là. Ce qui est clair, s'il me fallait récupérer la figure de l'avéroïsme, c'est que il y aurait un air de famille, disons, entre les deux, mais un air de famille qui se noue après coup. C'est la critique de Leibniz contre les spinozistes, etc. On voit bien que, ce faisant, Machiavel appartient à une famille dans laquelle se trouvent aussi des avéroïstes, des aristotéliciens matérialistes, des spinozistes, des libertins, des machiavéliens, etc. Donc cette famille existe, mais est-ce qu'elle préexiste en quelque sorte à la pensée machiavélienne, ou est-ce qu'elle se constitue dans les grandes polémiques du début du XVIIe? J'aurais plutôt l'impression qu'elle se constitue a posteriori. Voilà, réponse prudente. This way. Ti faccio la domanda in italiano, poi come vuoi, sì. Poi faccio una breve sintesi in inglese. Il riferimento conclusivo al Trattato teologico politico di Spinoza mi ha interessato molto, perché effettivamente io, almeno per come lo leggo io, il profeta emerge in qualche modo, si separa dal corpo del popolo, del popolo ebraico, mantenendo il legame immaginativo e affettivo anche, c'è questa dimensione della moralità, no? Da certitudo moralis, riconoscimento da parte del popolo che il profeta ha una moralità superiore, non in qualità ma in quantità, potremmo dire, e quindi è proprio un movimento, come dire, di estroflessione del profeta, del popolo, pur mantenendo, e mi sembra insomma che funzioni bene anche nel ragionamento che hai fatto sui discorsi. Mi chiedevo se si può estendere questa relazione, ovviamente complicandola, anche al rapporto tra il principe civile e il popolo, nella misura in cui, certo, il principe viene da fuori. Da fuori. E però riesce a stabilizzare, come dire, la sua autorità, costruendo una relazione che appunto è sempre bidirezionale, ancora, tra appunto, ed è immaginativa e affettiva al tempo stesso, con la cittadinanza. Non so che cosa ne pensi a proposito. Very shortly, I was focusing my question on the importance of the prophecy in the theological political treatise, Spinoza's theological, considering the
the deep root of the prophet within the body of the Hebrew people, Hebraic people, and the prophet is a kind of extraflexion, if we could say, which maintains a strong ties with the collective body. And I was asking Thomas if it's possible to use this in an analogical way, this model, let's say, also towards the relationship between the civil prince and the city, even if, of course, the prince comes from abroad, from outside, but still he needs to create ties, links from an imaginative and effective point of view, in order to establish his authority and to maintain his, let's say, even if it's not a correct word, legitimacy. Okay, thank you. Enfin, oui, ça me semble évident qu'effectivement, je veux dire, c'est de là que je suis parti, même, c'est de l'idée que c'était que la correspondance entre la figure prophétique et la figure du prince civil me semblait parfaite sur cette question-là. En fait, le seul doute que j'ai, et je vais l'amener par la bande, c'est le fait que quand on lit ce qui apparaît quand même comme une difficulté quand on lit le traité théologico-politique, c'est bizarrement qu'il n'y a pas de faux prophètes. Hein, on a faux prophètes. Quand on lit le traité, on ne peut pas, sans doute est-ce notre esprit laïque contemporain et notre difficulté à être parfaitement spinoziste qui produit cela, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire ces faux prophètes dont on a l'impression qu'ils nous entourent sans cesse, hein, comment pourrait-il être pris en considération par la pensée spinoziste, hein? Qu'est-ce qu'un faux prophète chez Spinoza? Pardon? Non, oui, mais tu vois ce genre de malaise qu'on peut avoir en lisant Spinoza. Or, Machiavel nous met face à deux figures prophétiques, évidemment. Il y a le prophète armé, il y a le prophète désarmé. Donc on a l'impression que chez Machiavel, il y a encore cette double possibilité de la réussite ou du raté de l'adéquation, de la correspondance entre le prophète et son peuple, là où celle-ci n'apparaît quasi plus chez Machiavel. Il y a soit chez Spinoza. Voilà, c'est là le seul moment où je dirais je ne parviens pas à poursuivre le parallèle entre les deux figures, entre la figure prophétique et la figure et la figure du prince civil. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par la bande. Okay. Time is running. We have 3 comments. Etienne. Yeah. Okay, sorry. Thank you so much. Which language? Français, Thomas? Oui, comme tu veux. Oui, français, parce que je veux juste faire une petite apostille, un petit supplément à la discussion qui fascinante pour le philosophe, évidemment, que nous sommes tous, qui s'est engagée entre Miguel et toi. C'est ça qui me suit. Bon. Et naturellement, il faut essayer d'éviter de vous surchargé de toute une élaboration spéculative. Mais je voulais simplement dire que cette discussion sur le statut de la relation et le concept de relation, au fond, que nous serions en mesure de construire ou de reconstruire à partir de la lecture de Machiavel me semble tout à fait crucial, enfin, tout à fait fondamental. Bon, s'il y a un enjeu philosophique dans tout ça, il est entre autres là, et évidemment ça communique avec, ça montre à l'évidence l'importance de la réflexion sur Machiavel, qui ne commence pas avec nous, mais que nous continuons ici, par rapport à une série de débats fondamentaux de la philosophie du XXe siècle qui tournent justement autour de ça. Blanchot, la relation du troisième genre, etc., etc. Bon, alors, dans ce que vous venez d'esquisser entre vous, je te le soumets, je vous le soumets, il me semble qu'il émerge deux idées, mais je me méfie de la propension à figer les choses trop vite. Hein. Bon, la première est liée au fond
à l'idée, explique pourquoi tu as eu recours à la catégorie déridienne de la différence, hein, avec un A. Hein, bon. Hier, j'avais parlé du supplément, etc. Bon. C'est quelque chose comme le fait que chez Machiavel, toute relation élémentaire, hein, même éventuellement abstraite, ou apparemment métaphysique, qui se présente d'abord inévitablement dans les termes d'une opposition binaire, hein, se développe sous la forme d'une différence ou d'un supplément selon différentes modalités. Hein. Par exemple, l'opposition du côté humain et du côté animal, l'un des deux se dédouble, donc bon. Ou bien Jacques Lézra nous expliquait hier qu'en fait il y avait deux fortunes, une avec un petit f et l'autre avec un grand F. Ou bien tu nous expliques que l'opposition de la fortune et de la vertu se développe par l'adjonction d'un troisième terme qui n'est évidemment pas une synthèse dialectique, qui est l'occasion, etc. Bon. Donc ça c'est un premier aspect. Et l'autre, non moins important, qui me semble ressortir de ce que tu nous as expliqué à un niveau un peu formel, bon, c'est qu'il y a un autre type de relations qui ne sont pas des relations élémentaires justement, hein, mais c'est des constructions, ou ce que je serais tenté d'appeler des complexes. Hein, ou des figures de la complexité historique. Par exemple, Sparte et Rome. Et là, ce qui intéresse Machiavel, et que tu as montré d'une façon, je trouve, très frappante, ce qui intéresse Machiavel, c'est pas de supplémenter ou de différer, c'est de mettre en évidence une incompatibilité. Hein, une irréductibilité, qui correspond à l'un des usages de l'idée de nécessité. On ne peut pas être des deux côtés à la fois. Ou bien on est d'un côté, ou bien on est de l'autre. Et ça, c'est un aspect du matérialisme de Machiavel que Miguel te demandait de nommer, et que je pense que tu as tout à fait raison de refuser d'étiqueter. Merci, et merci de distinguer. Oui, je n'ai pas de réponse à apporter. Alors, mais merci de distinguer les deux éléments. Je vais penser sur cette base-là maintenant. C'est important. Oui, merci. Thomas, une question encore sur la relation qui est très centrale dans ton discours, l'idée de pure relation. Tu dis que ça se décline toujours au passé et tu fais ces exemples, si doveva, era necessario per... Donc, je serais d'accord là-bas, au sens où c'est toujours, chez Machiavel, l'histoire qui montre et jamais la théorie qui démontre. Et en même temps, c'est dans une structure conditionnelle. Si doveva ou era necessario, pour obtenir quelque chose, on l'a fait, on l'a obtenu, on l'a pas fait, on l'a pas obtenu. Donc, je voulais tourner sur cette idée qui est centrale pour toi de la pure relation. C'est une expression presque un oxymore, quoi. Qu'est-ce que serait une pure relation? Je ne comprends là bien les concepts. Et si tu veux, ça recoupe un peu avec, je coupe coup, hein, avec la question que tu posais, qu'est-ce que c'est un faux prophète par rapport à un vrai prophète? Ben, c'est très clair chez Machiavel, c'est que la puissance prophétique, elle n'est jamais pure en soi. C'est une puissance parmi d'autres puissances qui, à un moment donné de l'histoire, elle va se mesurer avec d'autres puissances. Est-ce qu'elle est armée? Eh bien, c'est ça qui donne la vérité de la prophétie. Ça n'a rien à voir avec les concepts de vérité, mais avec les concepts de force. Et donc, je ne vois pas trop là cette idée de pureté. J'ai une résistance à cette idée de pureté de la relation. Moi aussi. Moi aussi, c'est vraiment un problème. Sa pureté, en quelque sorte, lui vient exclusivement du fait que je ne peux pas en dire autre chose, que je ne parviens pas à l'asseoir différemment. Mais pour le reste, je suis d'accord avec toi, j'ai horreur globalement de la pureté, de toute manière. Et je crois qu'une partie de mon exposé va à l'encontre, justement, de cette pureté. C'est pour ça que je rajoute de la différence ou du supplément, justement. C'est pour défaire cette pureté. Mais la défaire sur un mode qui n'est précisément pas celui auquel la pensée philosophique est habituée, évidemment,
comme recherche du fondement, ou comme définition d'une cause, ou comme définition d'une finalité, etc., etc. Donc tout ça fait que je me force à revenir toujours à l'idée d'une pure relationnalité, mais c'est clair que ça ne fonctionne pas, et c'est précisément ce qu'indique le fait que son sens soit différé. Pour le reste, simplement, bien entendu, il y a une différence chez Machiavel entre le prophète armé et le prophète désarmé. Je répondais simplement tout à l'heure que c'est là que l'analogie avec le texte spinoziste me semble un tout petit peu résister, parce que je ne parviens pas à retrouver cette possibilité du faux prophète dans le début du TTP, mais c'est tout simplement parce que l'enjeu est différent. Évidemment, l'enjeu est là strictement le texte biblique. Pour le reste, oui. Okay, now the last comment in this discussion, please. Merci Thomas pour votre présentation. Je voudrais vous poser la question de ce que j'ai trouvé à manquer dans votre présentation, c'est la jeunesse en relation particulièrement privilégiée avec la fortune et l'occasion. De même façon que le peuple a une relation privilégiée avec la conservation d'un ordre nouveau. Et alors, comment vous voyez cette relation entre la jeunesse et la nouveauté, et l'occasion, le peuple et la conservation de ce qu'il y a, ou de la nouveauté, et Machiavel lui-même, comme penseur, qui met ensemble les deux, dans quelque façon. Si j'ai bien compris la question, c'est le fait qu'il devrait malgré tout apparaître que des relations sont privilégiées par rapport à d'autres, c'est ça? Par exemple, celle qui se développe dans le cadre du modèle romain avec le rapport entre la garde de la liberté et la puissance. C'est la supériorité qualitative, en quelque sorte, d'un modèle de relation sur un autre modèle de relation, c'est ça la question? C'est la relation privilégiée de la jeunesse avec l'autre. De la jeunesse. Ou jeunesse. Mais aussi la relation privilégiée du peuple avec la conservation de quelque chose. Oui. Donc, bien entendu, merci. Bien entendu, il y a des relations privilégiées, je veux dire, parce qu'effectivement, l'idée d'une espèce de pur matérialisme de la relation, au bout d'un moment, peut donner l'impression que toute relation s'équivaut. Hein. Je crois que très précisément, la construction du raisonnement machiavélien, dont l'un prend en considération effectivement la spécificité de la figure des jeunes, de la figure populaire, etc., toute la construction de Machiavel consiste à vouloir donner une priorité qualitative d'un modèle sur l'autre. Hein, donc, dans ce sens-là, ce qui me semble percevoir dans les premiers chapitres des discours, c'est le fait que le modèle romain ou les différents modèles privilégiés de Machiavel sont aussi toujours ceux qui relèvent ou ceux qui rendent manifeste le caractère purement relationnel des choses en question. Spontanément, la cité classique, la cité du vrai vivre politique, comme il le dit dans Discours 1.6, ne se pense pas en termes de relationnalité. Donc c'est ça qui est assez paradoxal dans la construction qui émerge des premiers chapitres. C'est à la fois que Machiavel fait d'un non-modèle un modèle de désordre devient la possibilité d'un ordre, et qu'en même temps, le non-modèle en question est aussi celui qui révèle le caractère indéniable des relations qui se nouent dans chacun des modèles. Donc dans ce sens-là, il y a un supplément de qualité d'un des deux modèles qui est précisément celui du modèle, le modèle populaire. La question de la jeunesse, je ne parviens pas à l'ajouter.
Même si l'élément jeunesse est effectivement de la jeunesse dans le texte machiavélien, comme l'a montré Lefort et comme l'ont montré d'autres personnes, est effectivement un argument qui permet lui-même de dénouer ou de rendre impossible toutes les figures de la voie du milieu, hein, ce qui empêche le passage d'une suite, et donc ce qui empêche le passage d'une suite de relations à une autre suite de relations. C'est une figure anti-aristotélicienne, évidemment, la figure de la jeunesse. Je m'arrête. Merci.